Nous passons au tournoi Game of Westeros 12 40K. 81 joueurs, 5 rondes. Alors on a une petite note. De plus, tous les 4 premiers, à l'exception du vainqueur, étaient invaincus avec un match nul. Je l'ai dit ici pour ne pas avoir à le taper à chaque fois. Effectivement. Alors nous avons Pedro Chavez en Arlequin, première place. Alors, il nous joue Lightside-As. En QG, on a un Shadowseer, Twilight Passway, Mirror of Mind, bon ça c'est les pouvoirs. On a un Troop Master avec le Foot in the Future et la Ségorach Rose. En troupe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes. Donc on est dans un détachement bataillon, of course. Donc normalement, en général, quand on joue des petites unités comme ça, quand on en joue 6, on a souvent double neurodisrupteur et double fusil pistolet à fusion. Et il nous joue Kiss et Embrace. Donc on n'a pas de caresse ici. Je vérifie juste si c'est toujours... On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 unités vraiment identiques au niveau des équipements. Regardez parce que de temps en temps, justement, on a quelques différences. Par exemple, on va virer un Embrace pour mettre une caresse ou je ne sais quoi. En tout cas, en transport dédié, nous avons les 6 Star Weaver parce que 95 points un transport comme ça, c'est pas assez cheaté. Dans la deuxième patrouille, nous avons un autre Shadowseer en QG. Avec ses pouvoirs psy, rien, voilà, il n'a pas de trait, rien d'exceptionnel. En troupe, nous avons 1, 2, 3 troupes. Alors, je regarde... Eh bien, c'est les mêmes de partout, avec 3 Star Weavers supplémentaires, parce que voulez-vous, un transport à 95 points qui vole, -1 pour toucher, no reroll, touche, un vue à 4, c'est déjà pas assez cheaté. Vous l'entendez, le sel entre les Star Weavers? Lightside-As, beaucoup de bateaux, pas suffisamment cheaté, des troupes équipées jusqu'aux branchies, des poissons, les arlequins. Je les verrai plus de la même manière. Je pense que c'est une expression anglaise. Nous, on dit équipé jusqu'aux dents. Et eux, ils doivent dire, ouais, Jill, c'est peut-être les... Ouais, c'est ça, les branchies. Ok, c'est peut-être une expression anglaise. Vous savez ce que c'est? Il a tellement de bateaux qu'il peut se permettre de s'engager constamment avec eux, car cela va prendre beaucoup de temps pour les mettre tous à terre. Et il ne s'inquiète vraiment que de quelque chose comme des briques de guerrier Léviathan formant un objet inamovible. Plutôt écrasant dans presque tout le reste, il va anéantir les Nécrons qui essaient d'utiliser les menaces de mêlée pour commercer. Donc, commercer c'est pour échanger, pour trade. Car ils ne pourront tout simplement pas rapporter une bonne valeur, et ou se faire démolir par les réflexions capricieuses. Et contre les sœurs, le fait d'avoir autant de transport, plus un bon rendement de blessures mortelles de tous les pistolets, très bon. Très bien joué, bravo à Pedro pour cette victoire. En deuxième, nous avons David Klang avec ses Nécrons, justement, en deuxième place. Donc nous, on a un Outrider Detachment, donc on est en Eternal Expansionniste. En Ocelot, on a un Plasmacite et un Technomancer. En QG, on retrouve une Catacombe Commande Barge avec le Voltaic Staff et c'est tout, pas de trait de seigneur de guerre. Un Chronomancer avec le Veil of Darkness. En élite, on a une unité de 6 Corpec Destroyer et un Transcendent Tan, avec le Transdimensional Thunderbolt, le Sky of Falling Stars et le Cosmic Tyran en Factured Personality. En attaque rapide, on a 1, 2, 3 unités de 3 Canoptech Scarab Swarm, une unité de 4 Canoptech Vrace avec les Vicious Claw, et une unité de 3 Ophidian Destroyer, ainsi que une unité de 3 Tombblade en Particle Beamer. Enfin, on retrouve en soutien une unité de 7 Locust Destroyer, dont un Locust Eve Destroyer dedans en Ghost Destructor. Enfin, en volant, nous retrouvons un Doomslice. Et pour finir, comme toute liste Nécron, un détachement suprême commande avec le Silent King lui-même. Expansionniste, mais avec un Ctan. J'adore les Ctans. Il y a certainement des jeux tôt où ils posent de sérieux problèmes à l'ennemi. Sinon, c'est comme d'habitude, attirer l'adversaire vers l'avant, échanger contre son matériel, verrouiller le jeu avec l'objectif sécurisé. Félicitations à David pour sa deuxième place. Ensuite, nous avons Michael Klangeby, je sais pas comment on le prononce. En Deathwatch, troisième place, bravo à lui, c'est rare quand on voit une Deathwatch. Donc bien entendu, il est en armée de renom, hein, c'est ce qu'il y a de plus compétitif à l'heure actuelle lorsqu'on veut jouer Deathwatch. Donc on a un bataillon, pareil, comme d'habitude, avec un Librarian qui a le Prémorphic Resonance, le Fortified with Content, le Primary Chaplain sur moto avec l'Optimize Priority en litanie, récitation, focus, canticle de haine pour le plus de la charge, le plus 3 pouces, speed in conso, en maître de la sanctité, normal, ça c'est la litany of hate, c'est la litanie basique. Il a la Beacon Angeli, c'est le Wise Orator pour lancer les litanies plus facilement, et la Beacon Angeli c'est pour TP une unité sur lui. On a un Watchmaster, tout nu, avec le tome of Ectoclad. En troupe, nous avons une première Indomiti Kill Team, donc les 5 Heavy Intercessors et 5 Inceptors. Ensuite, on a une deuxième Indomitor Kill Team, cette fois-ci avec 3 agresseurs en Boltstorm Gauntlet, les Heavy Intercessors en Hailstorm Bolt Rifle, ok, et 2 Inceptors avec les Assaut Bolters. Très bien.
Ce qui est intéressant avec l'ajout des Inceptors, c'est que du coup son unité gagne le mot-clé Fly. Et ça, dans pas mal de situations, ça peut être intéressant. Que ce soit les cratères ou les forêts qui vous infligent un malus de 2 au mouvement, sauf si vous avez le mot-clé Vol. Dans ce cas-là, nickel. On pourrait parler des ruines, mais vu qu'ils sont déjà infanterie, donc ils n'ont pas de problème à traverser les ruines. Donc, je pense que c'est clairement pour lui débloquer pas mal de petites situations. En tout cas, si vous êtes joueur des Swatch, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez justement quelques tricks avec. Parce que là, avec le mot-clé Fly, il y a tellement de tricks qui sont possibles que je vais pas vous les énumérer en une seule vidéo. Donc, n'hésitez pas à l'expliquer en commentaire, je vous épinglerai pour que tout le monde puisse le voir. Ensuite, on a une Proteus Kill Team en jump pack avec les marteaux tonnerres. Donc là, on a clairement la grosse unité qui vont taper dans la tronche des autres. Avec bien sûr les petits Storm Shield pour encaisser les quelques dégâts. On a une deuxième Proteus Kill Team, donc là, pareil, mais on a la petite Lightning Claw avec le Terminator, alors que dans l'autre, on n'avait pas justement de Terminator. Et enfin, la fameuse Spectrus Kill Team. Donc, on a les infiltrateurs avec l'Helix. Je rappelle, l'Helix, la première sauvegarde que vous ratez, vous transformez les dégâts en 0 dégâts. Ensuite, il a utilisé le stratagème pour donner un trait de seigneur de guerre au sergent de l'unité, qui est le Lord of Decide, donc c'est Prince de la Duperie. Ça veut dire que pendant la phase de déploiement, une fois que les deux armées se sont déployées, il va pouvoir redéployer jusqu'à 3 unités avec le mot-clé Phobos. Donc voilà pour la partie infiltrateur. Ensuite, on a 5 éliminateurs avec les fusils, vu que maintenant c'est gratuit. En Venator, donc ça c'est vraiment, enfin j'aime beaucoup, surtout depuis que les fusils laser sont devenus gratuits, parce que ça vous fait quand même 5 tirs de force 8 PA-3 dégâts flat 3. Derrière vous avez les infiltrateurs qui peuvent tanker pour vous, et dans le pire des cas, si vous tankez sur les éliminateurs, si vous êtes dans un couvert, vous êtes à +1, parce que le gantelet Helix, le truc c'est, la première sauvegarde ratée, de l'unité du porteur. Donc les éliminateurs font partie de l'unité, donc ça marche. Ce qui fait que les éliminateurs, dans un couvert léger, ils sont en sauvegarde 1+. Vous rajoutez l'Armure of Content, donc vous pouvez potentiellement tanker sur un premier éliminateur, et pour aller vous casser votre sauvegarde à 3+, il va falloir s'attaquer à de la PA-4. Ce qui court pas non plus les rues, ou alors ce sont des armes lourdes qui n'auront pas énormément de tirs, et du coup, en fonction des sauvegardes réussites, il vous faudrait, on va dire en stats, minimum 3 tirs pour tuer un éliminateur. Je m'explique. 2 tirs, ça fait qu'il y en a une que vous sauvegardez parce que c'est une sauvegarde à 4+. La deuxième, vous la ratez, c'est pas grave, gantelet Helix. Et la troisième, imaginons que vous la ratez aussi. Là, vous pouvez avoir un éliminateur qui sort. Si on part un peu sur l'arme traditionnelle de PA-4 qui est le Multimelta, qui n'a que 2 tirs, sans parler du mot-clé infiltrator avec le smokescreen pour avoir un -1 pour être touché, ouais, la Spectrus Kill Team, elle est un peu relou à gérer. Vraiment relou. Et avec justement le Lord of Decide pour les redéployer, je trouve que c'est vraiment une unité qui est ultra technique, mais ultra intéressant dans justement une armée des Swatch. En tout cas, si je me trompe quelque part, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, je ferai mon mea culpa sans aucun souci. La meilleure construction de Kill Team Strike Force fait une démonstration fantastique ici en remportant 4 parties et en tenant les Arlequins en échec dans la 5e partie. La plupart de ce qui se passe ici est assez standard. Les équipes d'Indometer avec des buffs fournissent de gros porteurs de position et peuvent réduire en poussière n'importe quoi avec le spécialisme extremis parce qu'ils sont Aquila. Les équipes Proteus vont vite et cassent des choses. Et l'équipe Spectrus fournit une puissance de feu vraiment très importante qui est un cauchemar pour sortir de couvert. Le seul écart notable par rapport à ce que j'ai vu auparavant est l'intégration de Pluter Thunderhammer lourd dans les équipes Proteus, probablement pour aider à éliminer les monstres tyranniques de 4 points de vie, ou les guerriers avec un nœud de ruche renforcé, donc c'est leur stratagème à -1 dégâts. Parce que du coup les guerriers ont 3 points de vie, vous êtes dégâts 4, s'il utilise son stratagème -1 dégâts, vous tuez quand même un guerrier. Mais du coup, vu qu'on est en Nephilim, on a moins de points de commandement, du coup jouer avec des armes à dégâts flat 4 au lieu de 3, le joueur tyrannide va pas utiliser justement son stratagème de -1 dégâts. Donc du coup on fait pas une guerre au point de commandement. Mais oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est Venomtrope, Zoantrope, tir en garde, on est sur des bases de 4 points de vie. Donc clairement, le marteau tonnerre lourd est très intéressant ici dans cette méta tyrannide. Il ne semble pas que ce cas d'utilisation se soit présenté, mais bon, les dégâts sont les dégâts. Félicitations à Michael pour son excellent résultat avec l'une des listes les plus rares du moment. Oh que oui. Et je pense que là, les joueurs des Swatch sont très contents de voir cette liste. En 4e place, nous avons Robert Gustafsson en Adepta Sororita. Donc on est sur un Bloody Rose Good Stuff avec un bataillon en détachement. En Ocelot, nous avons une Repentia supérieure. En QG, nous avons Morvenval, contrée de Seigneur de Guerre et Célestine et Segermina. En troupe, nous avons 3 unités de Battle Sister. En élite, on a 2 unités de 5 Célestiennes Sacro-Saintes,
en hallebarde. Je vérifiais au cas où, parce que des fois on met pas la hallebarde sur la chef. Ensuite, on a une Dogmata avec le Psalm of Righteous Smiting, le Verse of Holy Pity, et bien sûr le sigil Ecclesiasticus comme relique. Ensuite, nous avons 3 unités de Sir Repentia, 2 de 5 et une de 10. C'est très rare, c'est la première fois que je vois une unité de 10 de Sir Repentia. Sûrement pour profiter en slot la Sœur supérieure Repentia, pour donner justement l'Advance et Charge. Donc je pense que c'est clairement pour ça. Parce que personnellement, j'en aurais peut-être enlevé 3 pour en mettre 2 pour avoir une unité de 7 et une unité de 6, à la rigueur, pour faire 7-7-6. Mais pourquoi pas, je pense qu'il veut vraiment profiter à fond de l'Advance et Charge. Ensuite, en attaque rapide, nous avons une unité de 5 Séraphim supérieurs, avec les 2x2 Ministerum Enflammer. Ensuite, on a 2 unités de 7 Zéphyrim, mais on n'a pas équipé de penants, on ne les a pas. En soutien, on a les 2 traditionnelles unités de rétributeurs avec le chérubin et les 4 multifuseurs. En transport dédié, nous avons 3 rhinos. Alors, clairement, je pense que c'est pour ça, pour les Repentia. Il les joue 2x5, comme ça, il met les 2 unités dans un rhino pour qu'elles soient protégées. Comme ça, lorsqu'il en aura besoin, il pourra aller sortir du rhino à 3 pouces, donc débarquement à 3 pouces, plus bouger, plus tout ce que vous savez avec les dés de destin et tutti quanti. Et du coup, l'unité 10 Sœur Repentia, c'est sûrement aussi pour la mettre dans le deuxième rhino. Clairement, c'est en fonction de la liste adverse. Mais soit vous les mettez dans le rhino, vous les sortez, vous bougez, patati patata, vous savez comment faire la semoule, ou alors vous ne les mettez pas dans le rhino, comme ça vous pouvez profiter de l'Advance et Charge de la Sœur Repentia. Et du coup, dans le troisième rhino, vous pouvez mettre vos 2 unités de Rétributeur Squad. Une autre construction qui, à ce stade, n'a pas besoin d'être présentée. Des tas d'unités qui sont très bonnes dans leur travail et suffisamment bon marché pour que vous puissiez en aligner beaucoup. Cette liste va encore plus loin que d'autres. Plutôt que de se contenter d'unités plus grandes, elle prive vraiment ses adversaires de bonnes opportunités de trade. En échange de quoi elle a peut-être du mal à faire craquer les armées qui ont plus d'un gros tarpi ou qui jouent bien contre les Repentia comme les trucs de réduction de dégâts. Cela signifie qu'il faut un peu de finesse pour vraiment en tirer toute la valeur. Alors bravo à Robert pour avoir pris la 4e position. Sachant que les sœurs ont des objectifs secondaires aussi qui sont excellents. Alors, pas aussi excellents que les Necrons, mais qui restent quand même très performants. Pour le reste du best, nous avons en 5e place Benjamin Ivonen, un Imperial Knight en Ouzraven. En 6e, Robin Kinnunen en Tau, en 7 Tau. 7e place, Daniel Esselberg, un Imperial Knight en Free Blade. En 8e place, nous avons Jonathan Slack Johnson en Arlequin Lightside As. 9e place, Sébastien Larson en Chaos Demon. Donc un Last Hurrah, donc je pense que c'est pour le dernier codex démon, donc V8, parce que le codex démon V9 est sorti. 10e place, nous avon Johan Persson, Emperor Children. Et en 11e place, nous avons Linus Bengtsson en Blood Angel.